Téléspectateurs de Mandé TV, bonsoir. Merci de votre constante fidélité pour notre plateau, pour votre plateau Entretien Brut. Entretien Brut, comme vous le savez très bien, c'est un plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Et pour ce faire, je suis toujours accompagnée. Mon premier accompagnant, si on peut dire, est Monsieur Moussa Oulin Traoré, journaliste et correspondant de Média Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima, bonjour à la diaspora dans son ensemble, et un bonjour particulier à l'endroit du professeur Clément Dambélé, qui vient de faire un coup de gueule, actuellement qui fait l'unanimité sur la toile. Donc, un coucou au professeur Clément Dambélé qui est... Bon, qui vient de naître de ses cendres. Donc, il n'était pas mort, maintenant il est ressuscité et il fait l'unanimité. Bonjour le professeur. D'accord, ça va sinon? Oui, ça va, tout va très bien. La Guinée, les Guinéens? Oui, dans les ferveurs de l'indépendance, le 28 septembre, où la Guinée a dit non au général de Gaulle, donc avec 98% non. Et maintenant, là, nous sommes dans l'esprit des festivités. On aura l'occasion de faire le bilan de la République de Guinée avec toutes ces années-là. Est-ce que le bilan, il est bon, il n'est pas bon? On verra bien. Oui. On verra bien. Et mon deuxième accompagnant ce soir, ce sont des accompagnants, chers téléspectateurs, est Monsieur Idrissa Keïta, journaliste, consultant, spécialiste de l'actualité du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la République de Guinée. Idrissa, bonjour. Bonjour, bonsoir, Madame Fadima. Je suis content de vous retrouver. Moi, particulièrement, en ce lendemain de Mauloud, je salue donc toute la communauté musulmane du monde. Et j'ose croire que les prières qui ont été faites nous permettront d'avoir des pays en paix et nous permettront aussi de renforcer les liens de solidarité. Exactement, on en a vraiment besoin en Afrique et... surtout par l'Afrique de l'Ouest. Hein. C'est bouillonnant, il y a tellement de choses qui se passent. On ne sait même plus où donner de la tête. Peut-être qu'il faut que Wagner se convertisse. Wagner se convertisse. En quoi? En quoi? No comment. No comment, d'accord. Donc, téléspectateurs de Mandé TV, sans plus tarder, nous allons commencer nos dossiers. Et le dossier brûlant, brûlant et très brûlant même actuellement, il s'agit des reports des élections. On a eu un communiqué par le ministre Abdoulaye Diop, porte-parole du gouvernement, comme quoi les élections ne se tiendront pas à la date prévue pour l'année prochaine. Patatras ou patatri, il y a évidemment plein de discussions à avoir à ce niveau-là. Je vais commencer par Moussa. Moussa, l'analyse faite par rapport à tout ça. Ok, Fadima, on n'a pas été suffisamment surpris de cette déclaration. Vous savez, c'est un secret de polichinelle, cette déclaration. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, selon si vous faites l'analyse de ce que le ministre avait dit à un moment donné, et ce que le ministre a dit par rapport maintenant aux raisons données à ce report des élections, surtout présidentielles, c'est un peu inquiétant. Il faudra que le ministre nous parle clairement pour que les Maliens puissent comprendre ce qui se passe réellement dans l'échiquier politique malien, surtout en ce qui concerne l'organisation des élections. Vous avez la déclaration du ministre avant. Cette déclaration, je m'en vais lire d'abord cette déclaration, que les Maliens puissent comprendre ce que le ministre avait dit. Notre cher Abdoulaye Maïga, donc le ministre bien-aimé qui avait fait un discours très historique à la tribune des Nations Unies, mais maintenant là, il nous fait encore un autre discours très historique, donc devant la presse. Il dit ceci: la production de la carte d'identité biométrique sécurisée nationale qui utilise les principes clés définis par son Excellence le président de la transition, Assimi Goïta. Et surtout, c'est le respect de nos choix
et de notre souveraineté et le respect de nos choix. Maintenant, porté aux partenaires, c'est le respect de choix porté par l'équipe de la transition, apporter un choix sur un partenaire qui va diriger ou bien qui va confectionner les cartes d'identité selon ce que le ministre a dit. Mais il dit encore, bien entendu aussi, c'est la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. Donc, ça dit donner l'avantage aux sociétés maliennes donc, qui peuvent confectionner ces cartes. Maintenant, quand vous prenez cette déclaration, à la fin de cette déclaration, où le ministre nous dit que la carte, elle est produite ici au Mali et pas à l'extérieur. Donc, le ministre nous a dit ça il y a quelques mois. Et même maintenant, là, par magie, ou bien par une grande surprise, notre cher ministre Abdoulaye Maïga, qui est sorti encore nous dire que notre serveur et les données servant à confectionner cette carte biométrique, parce que c'est cette carte, parce que quand il avait fait la déclaration comme quoi cette carte biométrique allait remplacer non seulement la carte Nina, mais aussi la carte électeur, parce qu'on dit qu'on n'a pas besoin maintenant de faire Nina et on n'a plus besoin de faire carte électeur. Donc c'est cette carte nationale biométrique qui allait remplacer, selon la déclaration du ministre il y a quelques mois. Mais maintenant, là, quand on dit que la société qui confectionnait les cartes électeurs, et cette société-là a pris en otage notre serveur, et que maintenant on est endetté, on n'a pas payé ceci, cela. Et ce sont ces raisons pour lesquelles, et on a parlé aussi des legs ici, dans nos émissions précédentes avec l'expert qu'on a invité, M. Touré, donc qui nous a parlé qu'on avait minimisé l'EG. Mais c'est maintenant que le ministre est sorti encore que l'EG va nous proposer tout ça là. Et il y a eu des déclarations par-ci, par-là. Mais sauf si que le ministre quand même a parlé. Nous, les analystes, on n'a rien compris du tout. Comment par magie? Et les cartes, le Mali est un pays souverain. On a retrouvé notre souveraineté pour confectionner nos cartes ici au Mali il y a quelques mois. Et quand on dit que les machines qui servaient à confectionner ces cartes-là ont disparu, sont dans l'abîme, on ne les voit plus, non, mais pas par magie, parce qu'ils sont dans l'abîme, on ne les voit plus. Et on dit encore qu'il y a une société française qui a pris en otage maintenant la confection de nos cartes ou bien les cartes confectionnées. Quand même, moi, je ne comprends rien. Il faudra que le ministre sorte encore pour éclaircir réellement ce qui est maintenant la cause réelle de ce report des élections. Mais ce n'est pas la confection des cartes. Parce que le ministre nous avait dit il y a quelques mois que les cartes sont confectionnées ici. Ce sont les trois principes, parce que ce sont les trois principes qui ont été inscrits par le Premier ministre et ce sont par le gouvernement d'Assimi, c'est-à-dire les principes de souveraineté, les trois principes de souveraineté qui ont été inscrits par le gouvernement. Et la confection des cartes fait partie de ces trois principes-là. Donc si le ministre sort, nous dit encore que les élections n'auront pas lieu, n'auront pas lieu parce qu'il y a ceci, il y a cela. C'est pas qu'il n'y aura pas lieu, on va essayer non, on a fait un petit décalage. On n'aura pas lieu à date. N'aura pas lieu à léger comment? Léger, ça c'est indéfini. Léger, un report léger qui peut être de 15 Vous et moi, même à date. Pour preuve, quand on prend le chronogramme, Madame Fadima, en octobre. En octobre, si je ne me trompe pas, ou en novembre, on devait avoir des élections législatives. Tout à fait. Déjà, on savait qu'elles étaient plus mortes que de leur plus belle mort. Et maintenant, au mois de février, sur lequel tout le monde était focus, on s'attendait à la présidentielle. Mais moi, par contre, je peux dire à M. Moussa que j'ai des éléments de réponse. Directement, je lui dirais que moi, ça m'a beaucoup donné le sourire. Vous savez, en fait, je vais vous apprendre une chose. Et je pèse mes mots. Cette société qui a pris en otage les données, je vous informe que cette société appartient à M. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, qui était chargé des questions Sahel et qui, même en partie, a été démis à cause de cette histoire. Et je vous rappelle même qu'au début de la transition, il y a eu un mouvement où plusieurs Maliens, plusieurs leaders se sont mis pour dénoncer le fait que la souveraineté prenait forme. Ils dénonçaient le fait que les données du Nina soient avec cette société. Et ces leaders-là, parmi lesquels il y a par exemple Sori Ibrahim Traoré, qui est à la tête du mouvement Faire Mali, mouvement dédié à la lutte
du fait que l'or brille pour tout le monde, dans lequel aussi on a notre confrère Boubacar Païtao. Je me souviens bien, j'y ai été, je l'ai vu. Ils ont fait cette guerre-là et ils ont même porté plainte. Ils ont porté plainte contre Le Drian et auprès des juridictions du Mali et auprès des juridictions de Paris. Exactement. Donc maintenant que cette question-là sort de nu, il est clair que ces leaders-là devront quand même s'expliquer pour qu'on sache finalement où on en est cette procédure. Donc en fait, cette société existe bel et bien. Ce n'est pas quelque chose de nouveau en fait. Et je vous le dis, la société appartient à Jean-Yves Le Drian, mais en son temps était administrée par son fils. Non, on n'a pas mis en cause l'existence de la société. Mais attention, cette phrase du ministre de notre bien-aimé Abdoulaye Maïga qui dit que nous assurons la souveraineté totale sur la production de la carte. Maintenant, c'est-à-dire le serveur, les données se trouvent sur notre territoire et la carte est confectionnée au Mali et non à l'étranger. Cela veut dire que les serveurs, la société que toi tu parles là, la société a fait envoyer les données et les serveurs. Donc selon il a parlé de 2018. Moussa. Il a parlé de 2018. Il a parlé de... Il y a les références. Il a parlé de 2018. Et justement, en parlant de 2018, je retiens une chose. Il parle d'un marché gré à gré où le ministre des Finances est impliqué. Le Premier ministre ne serait pas impliqué. Politiquement, ça a tout son sens. Qu'est-ce que ça voudrait dire? En 2018, le Premier ministre... le Premier ministre d'alors, c'était bien Boubou Cissé. Non, Soumaïlou Boubei Maïga qui a organisé les élections. Oui, tout à fait. Donc, je vois que Boubei est réhabilité de fait, est épargné. Mais par contre, le ministre des Finances, qui était Dr Boubou Cissé, exilé, qui à peine se retrouve, qui était récemment au cœur du dossier Sécuriport, est encore cité là. Donc, pour revenir à notre affaire, je retiens donc que, vous savez, de façon très logique, on va dire que le ministre de l'administration territoriale, il n'a pas du tout été cohérent. Dans tout. D'abord, il avait dit que ces cartes biométriques-là allaient venir, sans incident. Et évidemment, pour avoir été à Conakry, j'ai découvert que la carte existe bel et bien avec le logo CEDEAO. C'est maintenant que je vois les premières et je comprends. Parce que nous allons vers, si vous voulez, un système uniformisé. Oui. Voilà. Donc déjà, il y avait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a passé toute l'année 2023 à rectifier la loi électorale pour permettre à ce que toutes les pièces permis, carte d'identité, voire même carnet de famille, pour pouvoir voter. Ça déjà, ça a montré qu'il y avait assez de faiblesse, assez d'incohérence. Pourtant, ils avaient été prévenus par plusieurs acteurs politiques et leaders. Ensuite, il faut savoir que le ministre Abdoulaye Maïga avait ouvertement dit que oui, que c'est sur le budget national. Pourtant, au même moment qu'il le disait, au même moment, Ben le cerveau et ses acolytes prenaient les rues pour annoncer les couleurs contre la MINUSMA et la France. Mais au même moment, l'expert des questions électorales, le confrère Ibrahima Sango, qui est rompu à la tâche depuis près de 10-15 ans, l'a ouvertement dit, et c'était certifié, que le processus électoral, il est financé par l'Union européenne. Par l'Union européenne, oui. Voilà. Oui. Donc, il y avait des incohérences flagrantes. Et même encore, à l'époque, même le matériel, la logistique, mais c'est la MINUSMA qui transportait tout ça. Donc, pour moi, en fait, il y a énormément eu d'incohérences. La gestion même réellement... Il faut dire seulement, ce n'est pas la cause réelle qui a été évoquée par le ministre. Non, vous savez, parce que nous avons voté. Les élections, le référendum passé, nous avons voté. Moi, j'ai voté, par exemple. Donc, on a voté sur la base de ces cartes-là. Pourquoi on ne peut pas voter aussi sur la base des mêmes cartes qu'on nous a offertes pour voter le référendum? Donc, peut-être il y a un petit manque de volonté, maintenant, de glissement de calendrier. Pour moi, il n'y a pas de manque de volonté. Vous savez, depuis le début d'année, quand les partis politiques ont pris acte du report du référendum qui était prévu vers janvier-février, depuis là déjà, ils ont dit qu'attention, nous allons vers un glissement de calendrier. Nous avons des engagements. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer en ce moment? Ce qui a pu se passer, c'est que pour moi, cette décision-là est une logique. Il y a 2 mois, il avait réuni les partis politiques au centre des collectivités. Il avait dit que, on veut revoir le chronogramme. On a eu des difficultés. Donnez-nous vos opinions. Il y a eu un tableau pour ceux qui ont dit que, on voudrait qu'il y ait les présidentielles avant les communales et vice-versa. Chacun a donné. Ils ont dit que nous avons pris bonne note, on va vous revenir. J'avoue que j'ai quand même été surpris parce que cette conférence de presse, je l'ignorais totalement. Mais je sais que les organisateurs le savaient bel et bien. Ils ont pris l'opinion de court.
Maintenant, les réactions sont en train de fuser de toutes parts. Oui, Pour le moment, on a quand même des réactions par rapport aux partis politiques et tout ça. Mais c'est ce qui peut paraître bizarre par rapport aux citoyens maliens. On a vu que la plupart ou quelques-uns de ces partis politiques soutenaient la transition, voulaient en sorte que la transition se passe magnifiquement bien, à part quelques partis, notamment Parena, tout ça, qui étaient déjà sur un certain niveau à être sur la défensive ou bien l'offensive, même si on peut dire. Maintenant, là, on peut dire que les communiqués qui sortent majoritairement, ils sont pas pour. Hein. Ils décrivent vraiment cet état de fait. Bon, le contexte politique, à l'heure du report de la transition, notamment de la présidentielle de février 2024, voilà comment je le décris. À cet instant où nous sommes dans ce studio, les premières réactions en tout cas que nous avons vues, peut-être qu'il y a les autres, mais celles que nous avons vues, dont nous avons connaissance, c'est notamment Yelema, le parti de Moussa Mara, la Ligue démocratique. Et son nom corrobore, parce qu'avec Yelema, maintenant qui dit caméléon, par exemple, qui Yelema. Maintenant, c'est un parti qui ne s'assume pas. Non, mais vous savez, n'allez pas dans la personnification. Oui, c'est un communiqué souverain. Oui, c'est un communiqué. D'abord, c'est un parti qui ne s'assume pas du tout. Et vous savez, la seule chose. C'est votre approche. Oui, c'est mon analyse à moi. Et je prends en charge ce que j'ai dit. Maintenant, ce que je vous dis, pour vous dire la vérité, la seule chose que cette transition a réussi à faire au Mali ici, que moi-même, je suis pleinement et entièrement d'accord, c'est qu'il a réussi à mettre maintenant les partis politiques à plat. Parce que les partis politiques seulement maintenant se cachent derrière le communiqué. Vous avez vu sur quel plateau un parti politique vient maintenant dire sur le plateau, il faut inviter un parti politique, un leader politique qui vient s'assumer ici devant nous et qui dit que ouais, je ne suis pas d'accord avec ce que la transition fait. Mais aucun politique malien ne peut maintenant répondre à l'appel. Moi, j'ai eu langue avec certains ministres d'Adema et d'autres partis politiques. Quand vous les appelez, ils vont dire que non, quand vous parlez, on va vous mettre l'article où vous allez au MCA. Donc maintenant, c'est comme ça, tout le monde a peur. C'est plus le MCA, on a Koulikouré. Oui, on a Koulikouré. Maintenant, c'est pour vous dire que le communiqué là ne signifie rien. C'est juste pour mettre un peu de goutte dans je sais pas, dans la sauce, mais pour montrer à l'opinion internationale que nous ne sommes pas d'accord, mais au vu aussi qu'ils ne peuvent même pas s'assumer. Et pourtant, quand on est leader politique, on est leader d'une opinion. Donc, cette opinion-là, il faut défendre la valeur de cette opinion, puisque c'est des gens qui sont derrière vous, et c'est des gens maintenant qui vous croient, et maintenant qui ont donné leur participation ou leur idée ou leur vie à votre cause. Mais si vous n'êtes pas capable de vous assumer et vous n'êtes pas capable de défendre cet intérêt et vous n'êtes pas capable de défendre cette opinion et vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes des clients politiques. Merci Moussa. Je prends rapidement le contre-pied de M. Moussa. Non, avant qu'on puisse aller assez loin parce qu'on a des dossiers quand même à traiter et le temps risquerait de nous faire court. Vous qui avez plus pioché ou bien étudié la question notamment avec le cadre des partis politiques et les communiqués, je pense que vous allez venir par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Justement, d'abord, il faut savoir que ces partis-là, quand même, là, ils ont des militants. Ce n'est pas des coquilles vides comme certains partis dont je préfère ne pas faire de pub ici. Ces partis-là ont des militants. Et ces partis-là, dans leur communiqué, ils insistent sur le fait que cette décision-là va emmener le Mali dans une aventure. Alors que le Mali a quand même pris des engagements avec la communauté internationale et régionale. Pas la première fois. C'est le banditisme intellectuel. Ensuite, oui. Comme je l'ai dit, les quelques partis qui se sont exprimés, ça et là, Yelema, Moussa Sinko, et même appel du 20 février, qui fait vraiment office d'opposition, tous ceux-là ont donné leur désaveu. Seulement, il s'avère que la journée de la fête nationale, le 22 septembre, des leaders politiques, des formations politiques, dont l'ADEMA, l'URD, l'APR, d'Omar Ibrahim Touré, entre autres, et même le parti de Ben Katra, le parti malien du travail, se sont tous mis ensemble, et Baba Moulay Aïdara aussi, PMTR, se sont tous mis ensemble pour signer une plateforme. Plateforme dénommée même plateforme du 22 septembre face au Djokam. Et je suis surpris, en moins de 6 jours, tous les carrefours et ronds-points de Bamako, ils ont mis leur affiche. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils ont décidé de se mettre ensemble, que parce que le pays est dans un enlisement, qu'on est sorti des récentes attaques, que vraiment la gestion est devenue compliquée, ils ne souhaiteraient pas se mettre hors de la gestion
politique. La transition a besoin d'aide. Il faut aider les soldats, les 5 colonels. Comment expliquer ce regain soudain, si je peux l'appeler ainsi? Comment expliquer cela? L'argument qu'ils mettent avant, c'est que la transition ne doit pas être déstabilisée. Mais quand on écoute le communiqué... La transition, ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans. Sauf que quand j'écoute le communiqué qui a été lu chez nos confrères de l'ORTM, je me rends compte qu'on parle quand même de coalition politique et électorale. Cela veut dire que candidat issu de cette plateforme sera automatiquement président, puisque c'est une plateforme qui regorge en son sein beaucoup de partis politiques, surtout les grands calibres du Mali. Et on parle d'Adama et de l'IRD, même si l'IRD est dans l'agonie. Non, justement, pour clore ce que je voudrais dire, en janvier, quand le parti de l'URD était face à la presse, ils le font traditionnellement, ils avaient annoncé cette plateforme en fait. Mais je ne savais pas que c'était comme ça et dans ce contexte-là. Mais ils avaient annoncé cette plateforme. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que cette plateforme a été créée, comme elle a dit, pour soutenir la transition qui ne doit pas être déstabilisée, pour les orienter. Maintenant, il y a cette décision-là qui tombe, qui politiquement n'arrange pas les partis politiques. Cette plateforme est désormais obligée de s'assumer et de communiquer. À défaut, on va quand même suivre. Est-ce que les membres de ces formations politiques que j'ai eu à citer feront des communiqués chacun et tout ce qu'ils diront sera sûrement retenu contre eux sur ce plateau, car je compte rebondir sur la question. D'accord, merci beaucoup. On va boucler ce dossier-là, on va aller sur un autre dossier. Vous avez bien remarqué ce qui s'est passé aux Nations Unies. Il y a eu vraiment toute une panoplie de discours. On peut dire que la République de Guinée était vaillamment représentée par Doumbouya. Voilà, et puis tant d'autres, on a vu le Togo, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse, observation? Est-ce que c'était vraiment la tribune? Parce que les Nations Unies commencent à devenir une tribune où c'est la tribune des grands discours, de plus en plus. Oui, Fadima, la semaine dernière, ça a été une semaine très mouvementée au niveau de la tribune des Nations Unies. Mais ce qui est à retenir par rapport à ces sorties, nous allons d'abord entamer un fait qui n'a pas passé inaperçu à cette Assemblée générale des Nations Unies. Et vous savez, le Niger, qui avait envoyé pour un moment, 2 délégations. Vous savez, la transition de Tchani avait envoyé une délégation. Il y avait aussi cette délégation qui a été concoctée par la France, donc du gouvernement Bazoum. Donc selon mes renseignements, les autorités des Nations Unies avaient du mal à choisir entre la délégation de Tchani et la délégation de Bazoum, qui a été choisi par la France. Mais est-ce qu'on va donner la parole à qui? Donc on a décidé de ne plus donner la parole à ni l'un ni l'autre. Donc c'est ce qui a fait que le Niger n'a pas parlé. Et le Mali a relevé le défi parce qu'il s'est porté ambassadeur du Niger, donc pour parler au nom du Niger, et qui a fait transmettre le message du Niger, et ça a été salutaire. Le ministre quand même a bien parlé. Maintenant, si vous regardez la vedette de cette assemblée, c'est le Burkina Faso maintenant qui est sorti victorieux dans ses discours. Comment dirais-je, on peut dire comme ça, les discours sankaristes, les discours des années 60, où le président n'avait pas froid aux yeux pour parler. Mais maintenant, là, et ce qui est à retenir, est-ce que c'est la fin d'une époque où l'Afrique n'avait pas la parole, où l'Africain ne pouvait pas dire niet, où l'Africain ne pouvait pas parler devant les Français? Puisqu'on a vu, le président Macron a été cité dans des discours, maintenant en l'interpellant ou en le faisant revenir même sur son parcours d'aller à l'école, maintenant d'apprendre encore l'histoire de son pays, surtout le discours du président burkinabé. Et on a vu encore, le discours c'était très beau, le discours du président, de l'envoyé du Togo, du représentant du Togo qui a dit que nous sommes fatigués, sauf si vous dites il faut que le discours soit maintenant en harmonie avec les faits en Afrique. Si ils sont fatigués du paternalisme des Français, nous sommes fatigués aussi de la corruption de nos dirigeants, il faut dire ça de passage à nos dirigeants. Et on a vu Doumbouya neutre, qui a dit dans son discours qui a surpris tout le monde, nous ne sommes ni pro
ni anti, ni pro, ni anti, ni pro, ni anti. Et les autres sont dans les couvercles des pro-russes. Et Doumbouya est neutre. Donc cela veut dire quoi? Mais après, Doumbouya s'est porté encore ambassadeur des pays sahéliens, et qui a parlé du Sahel et les calvaires que les pays sahéliens traversent en ce moment. Donc il a interpellé la communauté internationale. Mais sauf si que quand vous prenez le discours, mais un fait qui a été omis par tout le monde, c'est les flots migratoires. La migration a été omise. Puisque si vous voyez aujourd'hui, il y a un fait, Fadima, qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est Nicaragua. On avait parlé, on avait branché ça déjà, la semaine dernière. Donc au Nicaragua est devenu Eldorado, un chemin Eldorado, donc pour les migrants. Au lieu de se faire tuer maintenant sur Lampedusa, les îles de Lampedusa, au niveau de la Libye, au niveau de l'Algérie, au niveau du Maroc et de la Tunisie. Mais maintenant là, les gens avec 9 millions ou 10 millions francs CFA déboursent 10 millions francs CFA. Pas franc guinéen. Pas franc guinéen, mais franc CFA. Okay. Pour se trouver un visa et d'aller à Nicaragua, ou d'aller au Brésil, ou bien au Mexique, pour traverser le désert et aller aux États-Unis. Et il y a un comité même qui est créé en Guinée, quittons le pays. Donc cela veut dire que ça ne va pas, il faut aller. Donc maintenant, si vous voyez les bras valides, les enfants, maintenant qui prennent des responsabilités, 100 millions francs guinéens, équivalent de 100 millions francs guinéens, qui prennent cette somme, et aller maintenant sur une aventure qu'on ne connaît pas l'issue, et un tunnel qu'on ne voit pas le bout. Donc c'est un risque. Et il faut que nos dirigeants lisent les discours à la réalité du pays. Parce qu'on a vu que ce sont ces pays-là qui sont riches. Et le ministre burkinabé a fait l'étalage de la richesse des pays sahéliens. Et on a vu que c'est une zone qui est vachement riche. Mais pourquoi, le paradoxe, pourquoi tant maintenant de migration de nos enfants, puisque ceux qui sont à la tête maintenant de ces États, ce sont eux qui volent. On a vu ici le Mali, et on va en parler encore. Maintenant, les vols qui sont par-ci, par-là, et on vient avec des espoirs. Il y a un plein de foule. Maintenant, l'espoir maintenant de la jeunesse, on va dire que oui, c'est le nouveau pouvoir. Maintenant, il faut de nouveaux espoirs. Maintenant, les espoirs là, souvent, ce sont des espoirs éphémères et qui ne durent pas longtemps. Au bout de 2 ou 3 ans de gestion, on va finir de se rendre compte que vraiment celui qui est à la tête de ce pays. Merci Moussa. Désormais, les pays s'affichent, ont des grains et sont en mode règlement de compte. Surtout que maintenant, les pays qui ont de plus en plus droit au chapitre, ce sont des pays qui soit en transition ou passent par une transition, n'ont aucune tribune continentale sur laquelle s'exprimer, profitent de ça. Pour rebondir sur Nicaragua, mais ça se comprend. L'Afrique a 60 ans d'indépendance. En 60 ans d'indépendance, l'unique destination, ça a été l'Europe. Et on voit, Lampedusa, vous l'avez dit, l'Italie. L'Italie n'est plus prête à recevoir qui que ce soit. C'est même d'ailleurs, même dans ce contexte, qu'une extrémiste, Madame Meloni, a été élue. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de faire un pressing sur le Maroc et la Tunisie pour qu'on puisse avoir un pacte afin de bloquer les immigrants. Donc c'est clair que, évidemment, la réflexion étant faite, c'est maintenant l'Amérique latine qui est le nouvel Eldorado. Pour revenir au discours, je note que déjà dans notre sous-région, Mamadi Doumbouya s'est rendu en personne. Si on s'attendait à lui au sommet Afrique-Russie, il a plutôt pris le contre-pied. Il est allé aux Nations Unies. Et je salue aussi le symbole, parce que depuis 2 mois, au niveau des conseils des ministres, tout le monde est appelé à être en tenue traditionnelle. Ce fut le cas avec le logo des 4 régions naturelles de la Guinée. Bon, quand il parle de pro-Afrique, pas pro-France, pas pro-Russie, il est dans son rôle. Depuis 1 mois, 2 mois, un trimestre, l'opinion se dit que, mais pour qui roule Doumbouya? Pour qui roule? Beaucoup disent que c'est un pion français. Il n'est pas vraiment sincère. En fait, donc lui, Doumbouya adopte désormais le juste milieu. Et ça se comprend. Je l'ai dit sur ce plateau, le rejet de la France qui est né du nom de l'indépendance que nous célébrons actuellement, et ensuite l'alliance avec la Russie, dont j'ai parlé de cette mine russale, ne date pas d'aujourd'hui. Donc Doumbouya vraiment a fait le plaidoyer et il a aussi profité pour officiellement définir pourquoi il y a des problèmes et pourquoi il a fait le coup d'État. D'accord. Pour ce qui est du Mali quand même,
Je note que le ministre Abdoulaye Diop a été éloquent. Je m'attendais à voir le PM Choguel. Bien sûr, j'ai même été surpris. Mais même si dans les échos, c'était plus le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, qui était annoncé. Finalement, c'est Abdoulaye Diop qui est parti. Il a quand même dit une information non des moindres, c'est qu'il a dit que la résolution 2690, adoptée en juin, qui dit que la MINUSMA finit, elle ne sera pas prolongée. Parce que depuis peu, la MINUSMA essaie de donner des alertes pour faire croire qu'on pourrait prolonger. Il y aurait. Sur la table de négociation. Et Abdoulaye Maïga a dit une chose que j'ai beaucoup saluée et appréciée. Il a dit qu'il parle au nom du Niger. Parce qu'effectivement, le Niger a été empêché de partir. On se rend compte que donc le président Mohamed Bazoum, qui a toujours son téléphone, mais à date, à cet instant, je ne sais pas si on le lui a retiré, mais tout ce temps, on l'a laissé avec son téléphone. Le président Mohamed Bazoum continue de tirer les ficelles, continue de faire de la résistance. Et c'est quand même surprenant parce que le ministre des Affaires étrangères du Niger était même le représentant du Niger aux Nations Unies avant qu'il y ait le coup d'État. D'accord. Donc, le Niger n'est pas parti. Mais vous savez, moi, j'oriente mon regard sur une chose. Si le Niger s'est retrouvé à ne pas y aller, parce que pays en transition, ça pourrait être à la longue une jurisprudence. Parce qu'en soi, c'est un peu une victoire pour la CEDEAO et la France. Ça voudrait dire qu'à la longue, si on n'y prend pas garde, tout pays où il y aurait un coup d'État, où il y aurait une transition, pourrait peut-être se retrouver à être bloqué au portail des Nations Unies. D'accord, Idrissa, merci beaucoup, merci beaucoup. Fadima, juste une seconde. On n'a pas je ne vais pas bondir sur ces propos, mais j'ai vu un reportage de nos confrères de France 24 hier, quelqu'un me l'a envoyé, où il y a une analyse par rapport à ce discours que la France va définitivement quitter en Afrique. Mais à la fin de cette vidéo où on entend l'analyste qui dit que oui, la France va se mettre maintenant là, après le retrait, maintenant à une forme de déstabilisation des pays en transition, donc on va les alerter. Et le Mali ne sera pas déstabilisé, les pays en transition ne seront jamais déstabilisés. Et mais je lance aussi un appel à l'endroit de nos confrères de NCI, donc en Côte d'Ivoire, qui ont fait des analyses. Merci beaucoup. Ce dossier, il est clos. On va avancer. Il y a un petit dossier national quand même qui est là. Il faudra en parler parce que c'est quand même important. Il s'agit du dossier de l'EDM. On a vu qu'il y a eu un changement de tête au niveau de l'EDM. Donc, c'est un dossier. Est-ce que l'énergie du Mali va vraiment être prise en compte? Est-ce que ça va avoir une certaine vision, une certaine politique pour avoir un pays plus industrialisé, avoir des secteurs, rebooster l'économie? C'est plutôt par rapport à ça. Assez rapidement, vos mots en 2 secondes. Tout d'abord, il faudrait savoir qu'à cause de cette question d'énergie, du mois d'avril au mois de juillet, le gouvernement, la transition était réellement désavouée. La population n'était pas contente. Et les Maliens, une grande partie des Maliens ouvertement vont jusqu'à dire qu'ils regrettent même le président Ibeka. Parce que sous son temps, il n'y avait pas de coupure d'électricité jusqu'à ce point. J'ironisais même pour dire que du côté de Conakry, on risque de se moquer de nous. Pour en revenir à la question, vous savez, il y a 2 choses. Je déplore que finalement le temps ait donné raison quand même au ministre démissionnaire sortant, Sédou Lamine Traoré, même s'il a quand même cautionné énormément de populisme autour de cette question. Mais les pistes que je puisse vous donner, sachez que l'actuel ministre de l'énergie, quand même, était conseillère à la présidence. Elle est auditrice de formation, elle a eu à faire des audits sur la problématique même de ce secteur. Elle a des dossiers. Et avant même qu'il y ait cette vague, elle a eu à réunir toute la chaîne de l'énergie pour avoir un bilan sur les dotations en carburant et plusieurs choses. Personne n'a été fichu de donner une réponse. C'est suite à cela que le DG de l'EDM a sauté. Bon, après, moi, j'ai quand même peur d'une chose, c'est que ce DG-là sortant, lui, il a été au cœur d'une récupération. Avant, c'était le ministre sur observation, sur proposition, qui désignait le DG, mais ce DG sortant-là, c'est carrément venu de la présidence. Et d'ailleurs, la ministre vient de la présidence. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est auditrice, qui a réellement le diagnostic de la chose, qui a décidé de changer la tête. Attendons de voir maintenant, 1 mois, 2 mois plus tard. Mais moi, pour clore, je dirais quand même une chose.
parler de carburant de dotation en essence, c'est vraiment ridicule. Je ne puisse accepter que le pays sahélien qu'est le Mali, que ce soleil que nous avons, qu'il n'y ait pas un plan allant dans la dynamique du solaire pour pouvoir avoir l'électricité qui va briller pour tous. Le message, il est passé. Moussa? Oui, moi, je dirais qu'on a enlevé le directeur de EDM pour rien. Et le ministre aussi a sauté pour rien. Ce ne sont pas d'abord des excuses qui peuvent faire venir le courant au Mali. Vous savez, la vraie problématique se trouve ailleurs. On change une équipe qui ne gagne pas. On sait dans le contexte actuel au Mali, pour la solution durable, il faut des jalons durables. Et les jalons durables, il faut la construction des barrages hydroélectriques. C'est ce qu'on ne dit pas aux Maliens. Ce ne sont pas des groupes électrogènes qui peuvent prendre en charge l'électricité du Mali. Et la Guinée était comme ça avec les tombeaux 1 et tombeau 2. Oui. Donc il faut se dire la vérité. Ce ne sont pas, même si vous changez, même si vous mettez Fadima aujourd'hui à la tête, elle va sauter. Puisque c'est une patate chaude qu'on va te donner. Parce que l'électricité du Mali, les groupes électrogènes, et avec tous les risques qui concourent derrière ces groupes électrogènes, vous pouvez acheter un groupe électrogène aujourd'hui et puis demain, ça peut fléchir. Donc tout ça là, il faut se dire la vérité. Le problème réel du Mali, et c'est ce qu'on ne dit pas aux Maliens, il faut dire, il faut faire une bonne communication et expliquer aux Maliens que l'interconnexion avec les pays, puisque souvent avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on sait qu'il n'y a pas de bonnes mines actuellement entre les deux, et que le Mali, moi j'ai pris langue avec un ministre qui a été visité en Guinée et qui connaît la potentialité, parce que si vous prenez la potentialité énergétique du Mali, c'est 1000 mégawatts. Du barrage électrique, si vous construisez un barrage hydroélectrique, ça fait 1000 MW. Et la Guinée fait 7000 MW. Donc tout l'espoir du Mali se tourne vers la Guinée. Donc pour faire l'interconnexion. Mais maintenant, là, comme Doumbouya est avec l'affaire de OMVS, et on sait ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas de climat. On verra, on va pour parler de l'électricité, ça c'est, on va prendre toute une émission. Puisque j'ai suffisamment d'informations par rapport à cela. Et ce ne sont pas des groupes électrogènes maintenant qui vont gérer le Mali. Et Bamako a besoin de plus de 500 MW d'électricité. Et que la production actuelle, puisque ce qu'on doit donner à 10 personnes, et qu'il y a 5 choses qu'on doit donner à 10 personnes. Et on sait que les 5 choses-là ne peuvent pas suffire les 10 personnes. Il faut 10 choses pour donner à 10 personnes. Donc les groupes électrogènes ne peuvent pas du tout faire l'affaire du Mali. Il faut dire en tout cas, on verra bien tout ça. Je pense qu'il y aura des politiques peut-être qui vont être mises en place. Peut-être qu'en ce moment, réellement, ça va être pris en compte notre problème d'énergie au Mali, on va dire. Donc, les sujets, les dossiers sont totalement bouclés. On a un invité, chers téléspectateurs de Mandé TV. Notre invité n'est autre que Yacouba Kane. Il est le secrétaire aux relations extérieures de l'Association nationale des enseignants du secteur privé. Monsieur Kane, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Ok, merci beaucoup. On a vu hier que vraiment votre association a tenu un point de presse pour aligner certaines doléances, si je puis le dire ainsi. Ça concernait quoi, le point de presse, essentiellement? Le but même du point de presse, c'est de sortir de notre silence, parce que nous avons dit que l'association a existé depuis le 1er mai. Donc nous avons jugé nécessaire d'informer la population malienne, les autorités et même les partenaires de l'éducation sur la condition de vie précaire des enseignants du secteur privé. D'accord, c'est une jeune association quand même. Oui, c'est une jeune association. Elle a combien de membres à peu près? Bon, je peux dire que nous sommes plus de 900 parce qu'on a un groupe WhatsApp qui compte plus de 957 membres. Et nous avons des cellules à Kati, à Kouchala, à Bougouni. Donc, pour l'instant, après même ce point de presse, on a été contacté par d'autres régions, des sortants, des écoles de formation, des enseignants, d'autres régions qui nous ont contactés et qui nous demandent d'avoir des cellules à leur niveau. Voilà. D'accord. Voilà, vous êtes soumis au face à 3. Je vais voir au niveau de mes collègues s'ils ont
évidemment quelque chose à dire par rapport à ce point de presse ou par rapport à l'association Idrissa, quelque chose? Oui, oui. Monsieur Kané, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. Que reproche votre association aux établissements, à vos employeurs, et quelle est la relation que vous avez avec vos collègues du public? Pour répondre à la première question, je dis que ce que nous reprochons à nos employeurs, c'est de n'avoir pas à nous considérer, parce que nous souffrons de deux choses là-bas. Primo, on a un problème économique. Le taux d'horaire qu'on nous donne est précaire, dérisoire. Et le salaire qu'on nous octroie n'est pas du tout enviable. Parce que quand on dit enseignants au Mali, c'est à deux niveaux. Vous avez les enseignants du public et ceux du privé. Maintenant, les privés souffrent énormément parce qu'il y en a même, surtout du jardin, à la 6e année, les enseignants qui y sont touchent... Donnez les chiffres. Voilà. Bon, le problème est que les chiffres là, il n'y a pas de salaire exact. En tout cas, généralement, ce ne sont pas des salaires qui dépassent 45 000. Donc, souvent les... Mensuels. Donc, il regarde quelqu'un qui a fait 2 ans d'études après le bac ou 4 ans après le DEF pour être enseignant généraliste. On vient, on lui propose une telle somme minable et qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça veut dire que l'enseignant est en classe, il n'est pas du tout concentré parce qu'il y a des problèmes de dépenses quotidiennes qui sont là et que l'enseignant doit gérer. Donc, ça veut dire que, moi, je dirais même que la première victime de ces statu quo, ce sont des enfants. D'accord. Voilà. Moussa, Donc, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Vous connaissez beaucoup le secteur privé, parce que moi-même j'ai été enseignant au secteur privé, au lycée, je connais le Calvaire, mais réellement, concrètement, avec les chiffres à l'appui, vous venez de donner un chiffre tout de suite, on connaît ça, mais que voulez-vous réellement que les promoteurs des écoles fassent pour vous réellement? Qu'est-ce que vous demandez? Alors, ce dont nous avons besoin tout de suite, ça c'est une convention collective. Parce que vous savez que nous relevons du Code du commerce. Donc, je peux dire que l'éducation, qui est le pivot même du développement, ne doit pas être gérée par le Code du commerce. Nous, les enseignants du secteur privé, nous n'avons aucune convention collective. Et quand je parle de convention collective, il s'agit d'un texte qui va parler de notre embauche, de notre paiement et de notre condition de vie. Donc, il n'y en a pas. Donc, c'est ce qui fait que les promoteurs d'école font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais généralement, on a l'impression que souvent, il y a les derniers mois ou le dernier mois de la fermeture ne sont pas payés par certains promoteurs. Est-ce que ça fait partie de votre revendication, par exemple? Oui, raison pour laquelle j'ai dit la convention collective, parce que vous savez, nous sommes là-bas comme prestataires de services. Donc, ça veut dire que nous sommes payés à l'heure. Donc, les heures émargées seront payées. Par contre, celles non émargées ne seront pas payées. Les jours chômés payés, on n'en bénéficie pas. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ont tellement de... Bon, quand on dit les promoteurs d'école, on va généraliser parce que beaucoup se retrouvent dans ce cas-là. Sinon, on peut reconnaître qu'il y a quelques promoteurs qui sont bien, mais on peut les compter du bout des doigts. Maintenant, ces promoteurs d'école ont tellement de moyens pour nous soustraire ou pour encore se faire de l'argent. Ils peuvent organiser des journées de salubrité, des soirées culturelles, etc., ou même des grèves. Donc, de telle sorte qu'on ne sera pas payé. D'accord. Voilà. Moi j'ai envie de vous demander carrément parce que on est en période de transition et ça, vous le savez très bien. Je suppose, vous savez très bien que le pays traverse une période assez délicate et les autorités ont notamment avancé plusieurs chantiers, plusieurs travaux. Il y aurait bientôt, selon les dires du chef de la transition, Assimi Goïta, qu'il y aura les états généraux de l'éducation. Est-ce que vous ne pouvez pas vous organiser et vous préparer pour vraiment venir taper du poing sur la table pendant ces états généraux-là? Pourquoi maintenant? On a l'impression aussi quelque part que c'est une prise en otage même de la rentrée scolaire que vous entreprenez.
Non, ce n'est pas une prise en otage de la rentrée. Et j'allais même dire que ça, c'est le second motif pour lequel on a initié ce point de presse. Parce que, comme vous avez dit, l'État ou les nouvelles autorités comptent organiser des assises nationales sur l'éducation. Donc, c'est juste une manière de leur dire que, attention, nous qui sommes du secteur privé, c'est nous qui soutenons la majorité ou qui encadront plus de 75% des élèves de l'éducation malienne. Donc, toute réforme qui va oublier ce secteur-là est vouée à l'échec. D'accord. Monsieur Kane, j'ai une question très, peut-être citoyenne. Au cas où vos requêtes ne sont pas prises en compte, et que feriez-vous? Et pour l'instant, nous sommes optimistes pour l'instant, quoi, voilà. Moussa, je pense que dernièrement, vous aurez évoqué ça. Il s'agit, on a vu une actualité vraiment qui est passée en flèche, vu qu'on parle de l'éducation, du système éducatif. On parle d'une descente. Je crois bien que vous avez interpellé un petit peu par rapport à ça. Oui, on a vu des images, on a vu aussi des écrits par rapport à l'arrestation de 30 et quelques élèves, étudiants, que les forces de défense et de la sécurité ont fait des descentes dans les structures, dans les établissements, dans les écoles. Et on a vu aussi des arrestations par-ci par-là. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est la saisie de certains, comment on peut dire, des armes de guerre, des pistolets, des revolvers, des gourdins, des machettes et beaucoup d'autres choses dans les écoles. Mais vous savez, c'est très inquiétant. Et vraiment, quand je suis venu ici en 2006 pour la première fois, la première analyse que j'ai eu à faire, c'était d'interpeller l'État malien à dissoudre cette institution qu'on appelle AIM. Puisque si vous partez dans les écoles, dans les pays où il y a du sérieux, qu'on ne voit pas cette structure, la manière dont AIM se comporte au Mali, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai été membre de l'AIM quand je faisais le lycée. Donc, je connais même la façon de mettre en place un bureau dans un lycée. C'est tout à fait un problème. Vous verrez des gens avec des boutons. Donc, maintenant, là, on voit maintenant que il faut être délinquant, où il faut être, comment dirais-je, dans les ghettos pour diriger cette structure. Et la preuve, les forces de sécurité, les forces de défense sont allées voir, ils ont déniché les bandits. Donc on a vu que l'école malienne est devenue maintenant le nid des bandits, puisque les choses qu'on a saisies dans les écoles, dans les établissements, ce ne sont pas des choses qu'on saisit au hasard. Donc ce sont des gens qui détiennent des armes. Mais il faut fouiller encore dans les campus. Parce qu'on a vu que ça a été déniché dans les campus. Donc il faut aller encore au-delà de tout ça là. Et vous verrez encore d'autres armes aussi qui sont avec eux. Ok, Moussa, merci beaucoup. Par contre, moi je reviens vers vous, Monsieur Kané. Vu cela, vous interpellez, mais souvent quand il y a ce genre de cas, on n'entend pas parler des associations concernés, qui travaillent avec ces élèves, qui travaillent avec ces étudiants-là. On vous interpelle pour ça aussi un petit peu. Hein? Oui, mais bon, sauf que notre association se limite au niveau secondaire. Mais sinon, je pense que les enseignants du supérieur... Ces établissements-là qui se retrouvent plus tard aussi. Hein. Bon, en tout cas, même cette nouvelle-là, je l'ai apprise ce matin. Mais je pense qu'il y avait même une grève, je crois, décrétée par les enseignants du supérieur concernant ces problèmes-là. Donc, ça veut dire que je peux dire qu'ils suivent les mouvements de près. Et je peux dire que l'État aussi a fait son rôle. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre association, de votre point de presse ou de vos revendications? Alors, je peux dire que ce point de presse, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, a été, en tout cas, a été une réussite, je peux le dire comme ça, parce que on parle de nous et les gens maintenant ont connu les calvaires de ce secteur-là. Parce que nous souffrons énormément et nous avons nos doléances qu'on avait soumises aux médias, voilà, pour qu'ils les diffusent. Parce que nous voulons un taux d'horaire au niveau secondaire lycée 10 500. Fondamental, 7e, 8e, 9e, 1500. Et au niveau préscolaire jusqu'à la 6e année, on veut un salaire minimum de 100 000 francs.
Donc, ce sont des doléances qu'on a soumises aux médias, voilà, pour les faire diffuser. Pour pouvoir se faire entendre. Oui. Alors, oui. Moi, je voulais rapidement rebondir. Déjà, il faut savoir que cette sortie au campus, ce n'est pas une première. Je me souviens très bien, en 2020, l'année de la Covid, il y avait eu ça. Et on avait encore trouvé les mêmes armes. Ça voudrait dire que 3 ans après, rien n'a changé. C'est très inquiétant. Mais après, j'aimerais dire à M. Moussa que le comportement de l'AEM, ou en tout cas les armements et autres, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est carrément l'influence du campus ivoirien. Et je pointe mon doigt sur la FESI, dont les responsables se sont même retrouvés au cœur du conflit électoral, bien qu'ils n'étaient plus leaders estudiantins, mais ils avaient quand même la FESI qui avait même été dissoute un temps. Donc c'est pour vous dire que c'est un phénomène venu d'ailleurs qui malheureusement a ancré. Et même si on fait des descentes, 3 ans après, on se rend compte que les lignes n'ont pas bougé. Mais quand même, si cette distance en elle-même s'est faite, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ces agents-là ne sont pas allés par hasard. Ils avaient des renseignements. C'est ce qui a fait qu'il y a eu ça. Et dans ce contexte, j'aimerais quand même toucher rapidement à un dernier point. C'est la question des écoles aux présumés faux agréments. Il faut savoir que l'Office d'enrichissement illicite, qui est toujours focalisé sur les fonctionnaires et les fonds de l'État qui vont vers certaines entités, a touché à lever ce point. C'était quand même dans un dossier confidentiel et ça s'est retrouvé sur la place publique. J'ai eu à exploiter le document de très près. Je me retrouve qu'il y a quand même plus de 250 écoles à travers tout le territoire, énormément d'écoles franco-arabes, assez de lycées et plusieurs centres de formation professionnelle. J'ai quand même été surpris parce que j'ai vu quelque part le nom quand même de 2 grands leaders. Ok, on y va. Les deux grands leaders que sont le couple religieux, on va dire, l'imam Mahmoud Diko. Nous sommes dans ce contexte de Mauloud. J'ose croire que Mahmoud Diko et Madani Sherif Aïdara, le président des Ansar, actuel président du Haut Conseil islamique. Est-ce que ces écoles les appartiennent? Je ne saurais le dire. Mais reste qu'ils détiennent assez de choses, des agences de voyage, je ne serais pas surprenant. Mais quel qu'en soit, que ça les appartienne ou pas, ces écoles n'ont pas été créées à leur insu. On peut dire qu'au plan local, leur nom est un label. On ne peut pas créer une entité de ce genre sans leur nom. Et même la sérieuse école de Montesquieu, par exemple le groupe Talibi, et même, le groupe Banassou, autant de noms qui sont représentés ou qui incarnent quelque chose qui se retrouve dans cette liste. Est-ce à dire que le ministère de l'Éducation frôle sur le faux? Je me souviens déjà que depuis l'ère de la ministre de l'Éducation, feu Nana Jacqueline, nous avons eu ce bac-là qui s'est fait à minuit. La question des fraudes, alors en 2015, avec la ministre Dédéou, la question est toujours d'actualité, même si on dit que dans l'ensemble, les examens ont été parfaits, mais il y a quand même eu des fraudes. Et là, maintenant, on se rend compte qu'au-delà même des examens, ce sont les écoles qui, a priori, auraient des faux agréments. Et à travers ça, ont quand même eu assez de dotations, ont eu assez d'étudiants affectés dans leur rang. Donc c'est un dossier quand même que je dénonce de très près, que je suis en train de suivre. Et j'aimerais quand même que notre invité puisse dire quelque chose. Parce que toutes ces écoles-là, ce n'est pas des écoles publiques. Et là, c'est l'association quand même des enseignants du privé qui est indexée. Donc certains parmi vous-même qui sont même promoteurs ou qui se retrouvent promoteurs. Qui se retrouvent promoteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un secteur qui demande beaucoup d'attention, hein, que ce soit au niveau des élèves, des établissements, des professeurs et tout ça. On verra bien. C'est un dossier à suivre. On va suivre ça de très près. Monsieur Kane, votre dernier mot, assez rapidement? Alors, le dernier mot que j'ai à dire, ça, c'est de lancer un appel à tous les enseignants du secteur privé de venir intégrer cette association parce que, comme on le dit en Bambara, Konoklu Djelin devait bien fort, quoi. Donc, ensemble, nous irons loin. Et d'inviter également les autorités maliennes à s'intéresser davantage à ce secteur, comme je l'ai dit, qui soutient le système éducatif malien. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kane, d'avoir été sur le plateau de Mandé TV. On espère qu'il n'y aura que du positif à toute cette démarche-là. Oui, merci. Idrissa Moussa, c'est la fin de notre entretien brut du jour. On se dit à la prochaine. Bon, moi j'ai un dernier mot par rapport à la Guinée. Nous sommes à l'anniversaire du nom. On verra ça pour la semaine prochaine. De Sékou Touré. Assez rapidement, Moussa. Oui, moi, je salue tous les téléspectateurs et
la diaspora, toujours dans son ensemble, qui ne cesse de nous suivre et qui nous porte aussi à cœur. Et je les salue et je salue aussi l'ensemble de tous les Guinéens qui fêtent demain, le 28 septembre, la date historique où la Guinée a dit non au général de Gaulle. Où la Guinée a dit non au général de Gaulle. Tu fais bien de Nous préférons la liberté revenir dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Téléspectateurs de Mandé TV, c'est la fin de votre entretien brut. Nous avons comme thème pour aujourd'hui l'actualité dans l'ensemble. J'étais accompagné de Moussa Oulé Traoré, journaliste correspondant de Guinée, de Média Guinée, et Idrissa Keïta, journaliste consultant de la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. Et la Guinée, effectivement. On se dit à la prochaine.